à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, ça va. Je suis complètement explosée de fatigue. Mais à part ça, ça va. Je suis comme les enfants. Je compte les dodos jusqu'aux vacances. Et croyez-moi, cette année, c'est particulièrement long. Voilà. Sinon, j'ai lu 4 romans, 3 physiques et... Enfin, 3 physiques. 2 physiques, un e-book et un audio. Dans des genres complètement différents, vous allez le voir. Mais ça a été une pure régalade, encore une fois. Je me suis, encore une fois, régalée dans mes lectures. Et franchement, par les temps qui courent, eh ben, ça fait du bien. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec... Je me demande comment j'arrive à me débrouiller à avoir des poussières sur ma liseuse alors que je lis dans des endroits sans poussière. Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? Voilà. J'ai lu Aranea, la légende de l'empereur d'Alexandre Murat, oui c'est ça, aux éditions Fleuve Noir. J'avais choisi ce bouquin parce que c'était un peu un policier, thriller, mêlant un peu l'action, l'aventure, l'histoire, tout ça. On est un peu à la Indiana Jones, on est un peu dans le Da Vinci Code avec des énigmes, tout ça. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Et donc, le roman débute, on est à Sainte-Hélène, sur l'île de Sainte-Hélène, avec Napoléon Bonaparte qui est emprisonné, comme vous le savez, il a fini sa vie sur l'île de Sainte-Hélène et il sent la mort approcher. Et donc, il veut continuer à transmettre quelque chose à ses descendants et donc, il va léguer des aigles d'argent, c'est des aigles qui font à peu près cette taille-là, aigles en argent qui étaient sur son argenterie personnelle sur l'île de Sainte-Hélène. Et donc, il décide de dispatcher à certains proches ces aigles et avec le but précis que ses descendants, s'ils veulent accéder à un certain objet leur donnant un pouvoir incommensurable, ils devront réunir tous ces petits aigles d'argent pour pouvoir accéder, comme on dit, au Saint Graal. De nos jours, en 2018, on se retrouve dans une vente aux enchères où un des aigles se trouve mis aux enchères et là, va s'en suivre une lutte dantesque pour acquérir ce fameux petit aigle. Ensuite, on fait la connaissance d'Alex, qui est historien passionné, je dirais même expert, dans la période du Premier Empire, la période de Napoléon Bonaparte, et il est sollicité par un milliardaire américain pour retrouver l'intégralité de ces aigles et accéder au trésor où va mener ces fameux aigles. Il va être aidé par une jeune femme qui s'appelle Marie. Elle dirige une société de protection privée. Et en gros, oui, on peut dire qu'elle est un peu détective privée à ses heures perdues. Et, bon. Et elle travaille très souvent avec le FBI, car c'est une ancienne du FBI. Et donc, elle va faire équipe avec Alex sous les ordres de ce fameux milliardaire américain. Et donc, va s'ensuivre une chasse au trésor, une chasse aux aigles d'argent. Tout au long de ce roman, il va y avoir énormément de rebondissements. On apprend aussi énormément de choses sur la fin de vie de Napoléon Bonaparte, parce qu'on sait tous qu'il a fini à Sainte-Hélène. Ceci dit, c'était un petit peu une prison aux cages dorées. Quand même, parce qu'il avait des domestiques, il avait ses propres meubles, il avait sa propre argenterie, donc, et il voulait quand même, il chérissait profondément la France et son peuple,
C'était pas voilà, uniquement le grand mégalo qu'on s'applique à décrire quand on parle de Napoléon Bonaparte. Il chérissait vraiment la France et ses habitants. Et ben on va vivre à 100 à l'heure l'aventure de Marie et d'Alex. Va y avoir des rebondissements, va y avoir des embuscades, et va y avoir des découvertes impressionnantes. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment mené tambour battant. Il n'y a pas un seul temps mort. On est tout de suite plongé dans le cœur de l'action. C'est intéressant, c'est passionnant. Moi, j'aurais aimé apprendre l'histoire. J'aurais aimé apprendre l'histoire par le biais de ce genre de roman, vous voyez. Ça permet d'acquérir certaines connaissances sans se dire que l'histoire, c'est chiant. Voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages. Alex et Marie, j'ai trouvé que ils ont été quand même assez vite complices. Pardon. Ils ont quand même été assez vite complices, tous les deux, pour des personnes qui ne se connaissaient absolument pas de prime abord quand ils se sont rencontrés. Je trouvais que, bon, peut-être que leur complicité est arrivée un petit peu vite en besogne. Peut-être le seul bémol que je peux trouver à ce roman. Mais sinon, si vous aimez les romans d'action, si vous aimez les romans historiques, si vous aimez une petite enquête quand même par là-dessus, hein, je pense que vous trouverez votre compte dans ce roman. Le tome 2, décidément, je ne sais pas si ma voix va finir, finir la vidéo, mais le tome 2 est sorti il n'y a pas tellement longtemps, il s'intitule La 9e porte, et on retrouve Marie et Alex, oui c'est ça, Marie et Alex, de nouveau dans une folle aventure historique. Donc, je vous reparlerai très très vite du tome 2, mais en tout cas, si vous aimez l'histoire, si vous aimez les romans d'action, voilà, pour vous résumer, c'est un peu Jason Bourne, Da Vinci Code, Indiana Jones. Vous mettez tout ça dans un shaker, vous secouez bien et vous avez Aranea. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Sinon que, oui, alors j'avais plus ou moins des doutes sur le méchant de l'affaire. Comme quoi, je suis pas si nulle que ça en déduction. C'est peut-être le moment de me recycler, de changer d'orientation professionnelle. J'en sais rien. Enfin bref, je me suis régalée avec Aranea, avec la plume d'Alexandre Murat. Et en tout cas, je vous conseille vraiment si vous aimez ce genre de roman. Ensuite, j'ai lu en audio, j'ai écouté en audio le dernier roman de Tatiana de René, Poussière blonde, paru aux éditions Albin Michel. Je vous mettrai la petite étiquette ici. Dans ce roman, Tatiana de René a décidé de mettre en scène un personnage que l'on connaît tous. Un personnage iconique des années 60 aux États-Unis et dans le monde entier. Il s'agit de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'est une star de cinéma. Elle est belle, elle est sensuelle, elle affole toutes les braguettes des États-Unis et du monde entier. C'est une icône. Mais on va le voir dans ce roman, derrière les fastes et les paillettes, se cache une toute autre réalité. Au début du roman, on se trouve à peu près de nos jours, et on va faire la connaissance de Pauline, qui est vétérinaire, et une de sa meilleure amie l'appelle pour lui annoncer que le Mapes, le plus grand et le plus célèbre hôtel de la ville de Reno, va être démoli. Et Pauline, elle a quand même une histoire avec le Mapes, étant donné qu'elle a travaillé là-bas en tant que femme de chambre. Quand elle était toute jeune, elle avait 16-17 ans. Elle avait 17 ans, je crois, à peu près. Enfin, oui, elle a commencé là-bas à 17 ans. Et juste avant l'implosion, elle va se remémorer ses derniers temps au Mapes, car
un jour de l'été 1958, je crois, elle a été appelée en catastrophe par sa patronne pour aller faire le ménage dans la chambre 614, parce que la préposée à la chambre 614 a eu un empêchement, et il fallait absolument quelqu'un en remplacement. Donc la patronne a choisi Pauline, et Pauline y va. Pauline, elle frappe, elle n'entend personne, elle rentre, elle pense que la chambre est totalement inoccupée, et elle commence à faire son travail, et d'un seul coup, elle voit apparaître une femme complètement hagarde, échevelée, et elle est loin d'imaginer qu'elle vient de faire la rencontre de cette magnifique icône du cinéma, qu'elle est dans la même pièce que Marilyn Monroe. Sauf que la femme en question ne se présente pas sous ce jour-là. Pour elle, c'est Mrs. Miller, parce que à l'époque, Marilyn Monroe était l'épouse d'Arthur Miller, et ils étaient donc tous à Reno pour le tournage du film Les Désaxés, avec pléthore d'autres acteurs célèbres à l'époque. Je crois qu'il y avait Clark Gable, pour ne citer que lui. Et du coup, Pauline se retrouve avec une femme aux antipodes des paillettes et des projecteurs des studios de cinéma. Et très vite, une certaine complicité va naître entre ces deux femmes. Marilyn, c'est une femme comme tout le monde, comme n'importe quelle femme. Bien sûr, elle a des désirs, et c'est Marilyn quand même, malgré tout. Elle aime la vie, elle aime aimer par-dessus tout, elle aime avoir des passions dévorantes pour ses amants du moment. On apprend qui est l'amant du moment, hein, je vais pas tout vous raconter, bien sûr, mais voilà, on est quand même dans le quotidien de Mrs. Miller, parce que au début, pour Pauline, Marilyn Monroe, c'est avant tout Mrs. Miller. Elle va devenir peu ou prou, au fur et à mesure de leur relation, Marilyn. Et on voit vraiment la complicité qu'il y a entre ces deux femmes, que rien ne présupposait est-ce qu'elles se rencontrent et est-ce qu'elles aient des liens. Et on apprend aussi, au gré des chapitres, l'histoire de Pauline, comment elle est arrivée aux États-Unis, car Pauline, elle est française à la base, elle est née en France, à Paris, et elle a suivi sa mère qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est tombée amoureuse d'un soldat américain, l'a épousé, et donc, comme bon nombre de femmes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont épousé les GIs, et beaucoup sont partis aux États-Unis pour rejoindre leur époux, et donc Pauline et sa mère font partie du lot, et on va voir leur départ de Paris, leur arrivée aux États-Unis, leur acclimatation à ce pays, à cette langue qu'elles ne connaissent pas. Et ce qui va beaucoup aider Pauline, c'est surtout son amour pour les chevaux, notamment les chevaux sauvages, et plus particulièrement les Mustangs. Donc voilà, le décor est planté. Je pensais que ce serait plus un livre centré sur Marilyn Monroe. Il n'en est rien. Attention, ne soyez pas déstabilisés par ça. Marilyn a un rôle majeur dans ce roman, mais c'est plutôt un rôle qui vient servir l'histoire de Pauline. J'ai beaucoup aimé Pauline, je me suis tout de suite prise d'affection pour elle. C'est une jeune fille pleine de passion aussi, à l'instar de Marilyn. Elle aime la nature, elle aime le côté sauvage, elle aime les animaux. Elle est bien loin des fastes et des lumières des projecteurs. Elle est bien loin de tout ça. Néanmoins, elles ont quand même beaucoup de points communs, ces deux femmes. J'ai vraiment beaucoup aimé, et la voix de la narratrice, c'était la même narratrice que pour le précédent roman de Tatiana de René. Il s'agit de Louise Cardol. Elle a une voix
envoûtante. C'est une voix qui sied particulièrement, je trouve, au texte de Tatiana de Renée, et j'aime beaucoup écouter les romans de Tatiana de Renée avec cette comédienne qui lit ce livre, qui lit ce texte. Et voilà, si vous aimez replonger dans l'atmosphère des années 60 aux États-Unis, si vous aimez le cinéma de l'époque, si vous aimez les grands espaces, les chevaux sauvages, je vous conseille vraiment de lire ou d'écouter Poussière blonde de Tatiana de Renée. Ensuite, complètement autre chose, j'ai lu Drame de pique, une nouvelle enquête des poulets grillés de Sophie Hénaf aux éditions Albin Michel. C'est la 4e enquête des poulets grillés. Donc, on retrouve notre équipe de bras cassés. Le Covid est passé par là. Et ils se trouvent toujours dans leur espèce d'appartement rue des Innocents. Bureau qui a l'appellation de bureau est un grand mot, hein, parce que je vous rappelle quand même que c'est une équipe de rebut de la police, des éléments que personne ne voulait dans leur brigade, et un homme, un commissaire, a décidé de créer une brigade spéciale avec tous ces rebuts de la police judiciaire, sous les ordres de Anne Capestan. Et leur équipe est dédiée à résoudre des enquêtes non résolues à ce jour, avec les moyens du bord, c'est-à-dire que dalle. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de bagnole. C'est quand même les seuls flics que je connaisse qui sillonnent les rues de Paris en métro. Voilà. Voilà pour vous dire. Et au début du roman, eh ben, ils se sont installés dans une routine ronronnante. Un certain nombre de membres de la brigade ont pris le large et sont allés voir si l'herbe était plus verte ailleurs. 2 d'entre eux ont élu domicile en Bretagne. Et d'autres sont partis par Mons et par Vaux. Et reste vraiment le noyau dur rue des Innocents. Alors bien évidemment, ils n'ont pas cessé tout contact avec les autres membres de la brigade. Il y a toujours les visios, le téléphone, enfin bref. Ils sont toujours en contact. Et du coup, Anne Capestan, elle s'emmerde. Elle s'emmerde, il n'y a pas vraiment d'affaire digne de ce nom à se mettre sous la dent, d'autant plus qu'il y a un nouveau commissaire divisionnaire qui est arrivé. Et celui-ci lui fait miroiter monts et merveilles, peut-être un retour en grâce, peut-être un retour dans le bâtiment de la police judiciaire de Paris, à savoir le Bastion, un retour en grâce avec des moyens. Si Anne Capestan et son équipe enquêtent sur une affaire de... Alors, de piqûres en soirée, beaucoup de femmes se trouvent droguées à leur insu. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un certain moment, ça doit peut-être encore exister à l'heure actuelle, plusieurs victimes ont été retrouvées avec des traces de piqûres. Elles ont été complètement droguées à leur insu. Et donc, Sophie Hénaf, elle base son intrigue un petit peu sur des faits similaires. Et on demande à l'équipe des poulets grillés d'enquêter. Alors là, forcément, Anne Capestan, voilà, on lui titille un petit peu son ambition qu'elle pensait être mise en veille. Elle a entre 40 et 50 ans. Elle estime avoir été dans l'ombre suffisamment longtemps. Et un retour aux affaires, aux vraies affaires, voilà, elle est à 2 doigts de céder à l'appel des sirènes. Sauf que son adjointe, Eva Rosière, elle trouve que ça pue un petit peu cette affaire et elle dit attention, si ça se trouve c'est un piège. Et donc on en est là, on leur demande d'enquêter, toujours avec rien, hein, n'est-ce pas? Et ils vont très vite comprendre que cette affaire de piqûre en appelle une autre, à une autre affaire qui a été classée il y a 30 ans.
dont le principal suspect a été emprisonné pendant 30 ans. Et, chose étrange, quand les crimes ont été commis, eh ben, ça faisait 2 jours qu'il était sorti. Donc, faisant ni une ni deux, il commence à s'intéresser vraiment grandement à cet homme, et ils vont explorer cette piste. J'ai adoré retrouver cette équipe que j'aime vraiment beaucoup. J'ai tout de suite adhéré au concept dès le premier. J'ai beaucoup aimé ces personnages un peu cabossés, un peu voilà, mis au banc de la société policière, alors qu'ils ont énormément de potentiel, mais ils ont une réputation qui les précède. Mais mis ensemble, il y a une espèce d'osmose qui se crée entre ces personnages. Ils sont devenus bien plus qu'une brigade. C'est une famille. Alors, ils le disent tous. C'est une famille et moi, j'adore retrouver cette famille de policiers à chaque fois. Il y a de l'humour. Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'étais dans la salle d'attente d'un médecin la semaine dernière. J'avais ce bouquin-là et j'étais en train de lire. Et il y a eu une scène, mais qui m'a fait mourir de rire. J'ai été prise d'un fou rire. Alors, j'ai pas non plus laissé libre cours à mon fou rire, parce que j'étais quand même dans une salle d'attente et je n'étais pas toute seule. Donc, je gloussais comme une dinde, quitte à en avoir les larmes qui me coulaient des yeux. Bah, je vais vous dire, hein, c'est quand même les blagues de Prout qui sont les meilleures, qui font le plus rigoler. Et là, franchement, il y a une scène de Prout, les gars. C'est cucu, c'est caca, mais ça fait marrer, et franchement, ça fait le job. J'en rigole encore. Bref, j'adore. J'avais acheté ce roman au Quai du Polar l'année dernière. Il avait été dédicacé par Sophie Naf, parce que je suis cette saga depuis le début. J'ai chroniqué chaque tome depuis le début. Et à chaque fois que j'en parle avec elle sur les salons, elle se souvient de moi comme étant une des premières blogueuses à avoir fait une chronique sur les poulets grillés. Et franchement, c'est un plaisir renouvelé à chaque fois. J'adore cette saga. Si vous voulez une saga policière avec des personnages complètement atypiques, eh ben allez-y, foncez sur les poulets grillés. Enfin, je vais vous parler d'un témoignage que j'ai lu ce week-end. Il n'a pas fait long feu, hein. Je l'ai reçu vendredi et j'ai fait un aussitôt reçu, aussitôt lu. Il s'agit de tout ce que je voulais, c'était courir, d'Anaïs Kemener, aux éditions Flammarion. Alors, Anaïs Kemener, qui est-elle? C'est une jeune femme, elle est marathonienne. Elle est tombée dans la course à pied quand elle était toute petite. Elle a commencé la course à pied à l'âge de 7 ans. Et depuis lors, elle a eu une progression fulgurante. Elle enchaînait les courses, elle enchaînait les records. Et malgré cela, cette progression a rencontré un obstacle majeur. À l'âge de 24 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du sein de stade 3. Chose à laquelle elle ne s'attendait absolument pas, parce qu'elle était très très jeune, et ce type de cancer sur des personnes jeunes, eh ben, c'était extrêmement rare. Et donc, quand elle reçoit les résultats de ses examens, elle était à 6 mois des championnats de France de marathon à Rennes, qu'elle préparait avec son père, qui l'entraînait à l'époque. Et donc, cette annonce a été un coup de massue. Sauf que quand on lui a annoncé ça, quand on lui a annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer, qu'il fallait qu'elle subisse tout un protocole de chimiothérapie et de radiothérapie, la seule chose qu'elle a trouvé à dire au médecin, c'est « Mais comment je vais faire pour continuer ma préparation marathon pour les championnats de France de marathon qui a lieu en octobre ?» Et là, le médecin la regardait et lui a dit « Mais ne comptez pas, n'espérez pas continuer la course à pied avec un tel protocole, c'est complètement impossible. » Et je pense, quand j'ai lu son témoignage, c'est plus le fait qu'on lui dise qu'elle ne pourrait pas courir, qu'elle ne pourrait plus
courir, je ne veux pas dire plus que le fait d'apprendre qu'elle avait un cancer, qui lui a complètement brisé ses espérances. Sauf que c'était bien mal la connaître. Elle a donc suivi son protocole de chimiothérapie. Alors la première séance a été catastrophique, elle a été malade comme un chien, la pauvre. Et elle explique que pour elle, courir, c'était plus qu'un besoin, c'était une nécessité. Donc elle a convaincu son père, elle a voulu convaincre son père de s'inscrire à une course, mais c'était une course qui était, je ne me rappelle plus du kilométrage, mais il lui a dit, oula, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, pourquoi tu ne t'inscrirais pas sur un 8 km? Et donc, il a dit oui, et elle s'est inscrite à ces 8 km qu'elle a fait, elle l'a couru, et elle s'est sentie beaucoup mieux. Elle en a parlé à son médecin, à son oncologue. Il a été un petit peu sceptique au départ, et puis, face à tant de détermination, eh ben, il a donné son accord pour que Anaïs continue la course à pied pendant son traitement. Et donc, elle a enchaîné comme ça pendant plusieurs mois, des 8 km, des 10 km. Elle continuait à courir après chaque séance de chimiothérapie. Et une fois son protocole terminé, la première chose qu'elle a voulu faire, c'est de courir un marathon. Et elle nous explique comment elle s'est entraînée, comment elle est revenue avec ses entraînements, avec ses préparations, à un niveau bien supérieur à celui qu'elle était avant sa maladie. Et c'est à force de détermination, à force de courage, qu'elle arrive peu ou prou à courir des marathons dans des chronos de 2h30, 2h32, 2h28. Et à chaque marathon, c'est des chronos de plus en plus fous. Et cette jeune femme, là, telle que vous la voyez hein, sur la couverture, elle est à l'image de ce qu'elle est. Elle est lumineuse, elle est solaire, elle est extrêmement inspirante. C'est une jeune femme qui est un exemple pour tous. Elle n'a jamais cessé de courir et elle prône le fait que l'activité physique pour des grands malades tels que les malades du cancer ou les malades chroniques, l'activité physique est bienfaitrice pour le moral, pour sans doute un petit peu la guérison. Cela contribue un petit peu à la guérison. Elle est passée par des périodes pas faciles hein, pendant son traitement, des grosses périodes de doute, mais elle n'a jamais cessé de courir. C'était un besoin vital pour elle. Et tout ce qu'on lui souhaite, c'est qu'elle continue à faire à faire ce pourquoi elle est douée, ce qu'elle aime. Et ce qu'elle aime, c'est faire des marathons. Donc, moi, j'avoue que je la suis sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai le lien vers son compte Instagram si vous voulez aller la suivre. C'est une jeune femme extrêmement inspirante. J'aimerais avoir sa force de caractère, j'aimerais avoir sa détermination. Je pense que ça a été une jeune femme qui n'a pas été comme les autres malades, mais c'est une très très belle ambassadrice de l'activité physique. Il faut savoir quand même que il y a eu un projet de loi qui était prévu et qui prévoyait que l'activité sportive pour les malades chroniques et pour les grands malades tels que les malades du cancer serait pris en charge par la sécurité sociale au titre de traitement, au titre de remise en forme, comme n'importe quel traitement. Sauf que nos amis les députés ont pris ce projet de loi, l'ont mis dans un tiroir et ont mis un certain nombre de dossiers par-dessus. Ce projet de loi n'a jamais vu le jour. Tout ça pourquoi? Parce que ça coûtait trop cher. Alors là, j'ai envie de leur dire, trop cher par rapport à quoi? Qu'est-ce que l'activité physique en guise de traitement, en guise de soins,
peut coûter plus cher. Au contraire, ça permet, l'activité physique permettrait sans doute, je dis sans doute, hein, parce que je ne suis pas experte en la matière, quoique moi je suis convaincue de ça, permettrait d'éviter des traitements d'antidépresseurs, des traitements beaucoup plus lourds qui coûteraient sans doute beaucoup plus cher, eux, à la sécurité sociale et au collectif. Alors que l'activité physique, ça coûte sûrement beaucoup moins cher. Prendre un abonnement sportif pris en charge par la sécurité sociale coûterait sans doute beaucoup moins cher que pléthore de traitements et d'antidépresseurs. Bref, bon, tant et si bien que ce projet de loi a été enterré bien avant qu'il voie le jour. Voilà, ceci explique cela, messieurs les députés, à bon entendeur, salut. Franchement, si je me lançais en politique, j'irais franchement déterrer ce projet de loi pour qu'il soit voté, parce que franchement, l'activité physique, l'activité sportive est un bienfait pour le corps, pour le moral, parce que pendant qu'elle courait, elle se sentait vivante, elle se sentait pleine et entière, et non plus comme la malade, et non plus comme la jeune femme souffrant d'un cancer du sein. Ça l'a énormément aidée physiquement et moralement à passer ce cap, et elle en est ressentie beaucoup plus forte. Donc je vous conseille vraiment la lecture de ce témoignage de cette jeune femme, qui pour moi est une des jeunes femmes, des femmes inspirantes de 2024, pour moi. Voilà, et j'espère vraiment un jour pouvoir la rencontrer au détour d'une grande fête du sport et une grande fête de la course à pied. Ça voudrait quand même dire qu'il faudrait que je m'aligne sur un marathon. Et là, les gars, on n'en est pas encore là, je vous le dis tout de suite. Bref, je vous conseille vraiment la lecture de ce témoignage, c'est vraiment édifiant et c'est vraiment passionnant. C'est une jeune femme vraiment exceptionnelle qu'il faut vraiment connaître. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, si je vous ai donné envie de les découvrir. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu aussi la semaine passée. Je suis assez curieuse, j'aime bien savoir ce que vous avez lu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!